Bonjour, soyez les bienvenus sur LCP. Nous sommes comme toujours au cœur de l'Assemblée nationale. Dans cet épisode, on va parler d'une proposition de loi qui a pour but de réparer un préjudice. Elle prévoit d'accorder une réparation aux personnes condamnées pour homosexualité pendant le régime de Vichy et jusqu'en 1982, date où l'homosexualité a été dépénalisée. Les historiens estiment que près de 10 000 personnes, presque exclusivement des hommes, ont été condamnés pour ce motif entre 1945 et 1982, avec pour plus de 90% d'entre elles une condamnation à de la prison ferme. Le texte dont on parle aujourd'hui vient du Sénat, déposé par Hussein Bourgi, sénateur socialiste, écologiste et républicain de l'Hérault. Le texte est maintenant examiné par la commission des lois de l'Assemblée nationale. La séance est ouverte, on se retrouve tout à l'heure. Nous examinons aujourd'hui deux propositions de loi transmises par le Sénat qui sont inscrites en séance publique, je vous le rappelle, jeudi matin. Nous aurons donc d'ailleurs une commission dite à l'article 88 à 8h45 avant la séance. Alors Maxence Loyer me dit peut-être pas, donc nous verrons. Nous commençons, vous le savez, par la proposition de loi adoptée avec modification par le Sénat en deuxième lecture portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. 40 ans par conséquent après la loi dite de dépénalisation de l'homosexualité, déposée par Raymond Forny, je le rappelle pour celles et ceux qui ne s'en souviendraient pas, rapporteur Gisèle Halimi. Cette PPL a été déposée par le sénateur Hussein Bourgi le 6 août 2022. Après son examen par le Sénat le 15 novembre 2023, notre Assemblée l'avait examinée sous la précédente législature, le 6 mars 2024, puis le Sénat en deuxième lecture le 6 mai 2025. Nous sommes donc saisis aujourd'hui de ce texte en deuxième lecture. Notre rapporteur, lors de la première lecture, était l'excellent Hervé Solignac. Il l'est toujours. Il a donc par conséquent été de nouveau désigné pour la deuxième lecture. Et je lui donne immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Président, vous avez rappelé un certain nombre d'éléments concernant la genèse de ce texte, et donc je n'y reviendrai pas. Je veux simplement dire ici que la version minimaliste qui nous revient aujourd'hui du Sénat constitue, de mon point de vue, un mauvais signal dans un contexte préoccupant qui devrait tous nous mobiliser, puisque l'année dernière, le ministère de l'Intérieur a recensé pas moins de 4800 infractions anti-LGBT dans notre pays. Cette loi n'est donc pas une loi rétrospective, c'est un message fort qui s'inscrit dans un combat d'actualité et dans une société qui, malgré des avancées significatives en matière de droit et de reconnaissance, ne parvient pas à endiguer la progression de l'homophobie, de la transphobie ou d'autres discriminations fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle. Aussi, je considère qu'il revient à notre Assemblée de rendre à ce texte son contenu normatif, sa charge symbolique et sa portée historique, car cette loi est attendue, elle s'inscrit dans la douloureuse et parfois noble histoire des flux et reflux de notre législation sur le sujet de l'homosexualité. Les discriminations à l'endroit des personnes homosexuelles n'ont jamais cessé sous l'Ancien Régime, après la Révolution et jusqu'à nos jours. Notons simplement que la loi, dans son histoire, a plus ou moins légitimé la pénalisation et que si le code pénal issu des lois de 1791 a fait disparaître de notre droit la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles, il n'a jamais fait disparaître les mesures de surveillance policière, les brimades et la traque dont elles ont fait l'objet dans notre histoire. Dans cette histoire qui s'étend bientôt sur 2 siècles et demi, il convient de s'arrêter sur les 4 décennies singulières qui vont de 1942 à 1982, rassemblant dans une seule séquence le régime de Vichy et la République revenue. Rappelons d'abord que c'est bien en 1942 que la pénalisation des relations entre personnes de même sexe a été réintroduite dans le droit français par la loi du 6 août qui a aligné l'âge de la majorité sexuelle sur celui de la majorité civile pour les seules relations homosexuelles, créant ainsi une discrimination incontestable. Ou plutôt une double discrimination. D'une part, elle conduisait à punir les relations homosexuelles entre personnes majeures et un mineur de plus de 13 ans. D'autre part, la formulation employée qui mentionnait tout acte impudique ou contre nature, je cite, commis avec un individu de son sexe, conduisait à sanctionner également les mineurs.
3 ans après cette loi de stigmatisation, la libération de la France en 1945 n'a pas été celle des homosexuels. En effet, je le dis ici avec l'assurance de tous les historiens de cette période, la République, en 1945, n'a pas remis en cause les dispositions du régime de Vichy en la matière. Elle a même clairement endossé et poursuivi la responsabilité de ces dispositions iniques. Alors je comprends que les mythes fondateurs de l'après-guerre conduisent certains à créer une sorte de frontière étanche entre Vichy et la République, mais dans le cas particulier, il n'y a pas de frontière puisque les mesures pénales de 1942 sont restées en vigueur dans une continuité parfaite et sans aucune rupture. Je vous proposerai donc de rétablir la date de 1942 comme point de départ de la discrimination menée en France par l'État français. Dans une démarche de compromis, je propose que la République ne soit pas explicitement mentionnée. Néanmoins, je vous invite à tous bien considérer que cette République restaurée a non seulement conservé ses dispositions discriminatoires, mais elle a même complété l'arsenal répressif par l'ordonnance du 25 novembre 1960 qui a créé une circonstance aggravante en cas d'outrage public à la pudeur lorsque celui-ci était commis avec une personne du même sexe. Cette disposition est plus connue sous le nom d'amendement Mirguet. Il faut attendre la loi du 23 décembre 1980 pour que la circonstance aggravante en cas d'outrage public disparaisse, la loi du 4 août 81 qui amnistie les infractions réprimant l'homosexualité, puis la proposition de loi dont le président a parlé à l'instant, déposée par le député Raymond Forny, rapportée par Gisèle Halimi et soutenue par le garde des Sceaux Robert Badinter, proposition de loi devenue la loi du 4 août 1982 qui a donc abrogé le deuxième alinéa de l'article 331 du Code pénal hérité du régime de Vichy. C'est ce fil que je vous propose de reprendre aujourd'hui, après avoir discriminé, après avoir amnistié, après avoir dépénalisé, l'heure est venue de reconnaître et de réparer. Ayons la lucidité de constater que c'est bien notre Code pénal qui a permis de condamner au moins 10 000 personnes entre 1945 et 1982, dont 93% à des peines de prison. Je regrette donc que le Sénat ait supprimé le mécanisme de réparation financière et la commission indépendante créée par les articles 3 et 4. Aussi, le texte tel qu'il nous parvient est un texte de reconnaissance sans réparation. Reconnaître un préjudice sans le réparer ne ferait pas honneur à notre droit. Cela dispenserait l'État de ce qu'il exige à l'égard des citoyens, la réparation comme corollaire de la responsabilité. Je vous proposerai donc sur ce point également de rétablir la volonté initiale de l'auteur du texte. Comme l'Espagne ou l'Allemagne avant nous, le temps est venu pour la France de rendre justice aux dernières victimes encore en vie, une centaine probablement, tout au plus, certes, mais s'il n'en restait qu'une seule, notre responsabilité serait la même. Aussi, je vous invite à restaurer cette proposition de loi dans l'état de sa première lecture devant cette Assemblée et d'adopter le texte ainsi rendu à son ambition. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons par conséquent aux orateurs des différents groupes. Pour le Rassemblement national, pardonnez-moi, Sébastien Chauduet, pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci de m'accueillir dans votre belle commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte revient donc devant notre Assemblée après sa seconde lecture au Sénat, qui a confirmé une rédaction, vous l'avez expliqué, Monsieur le rapporteur, plus resserrée autour d'un article premier, affirmant une reconnaissance mémorielle forte et rappelant les dispositions du Code pénal concerné. Dès la première lecture, le groupe Rassemblement national, que j'avais l'honneur de représenter, a soutenu ce texte et ce travail de vérité et de concorde. Je l'avais rappelé dans l'hémicycle lors de la première lecture. L'objectif est de réparer une injustice vécue évidemment par ceux qui ont été condamnés et d'honorer également leur mémoire d'ailleurs, sans instrumentaliser leur douleur et sans surenchère communautaire. Il n'y avait pas eu de polémique d'ailleurs. Notre position reste exactement la même aujourd'hui. Oui
à la reconnaissance explicite destinée à réhabiliter symboliquement les personnes condamnées, oui à l'affirmation de ce devoir de mémoire, et nous sommes toujours hostiles à la réintroduction, un petit peu par la petite porte, d'un mécanisme d'indemnisation automatique et d'une commission ad hoc qui d'ailleurs n'était pas demandée expressément, réclamée par les intéressés. D'abord pour des questions non pas financières évidemment, parce que ce seront des montants très faibles, mais pour des raisons juridiques. Le Sénat l'a démontré, il est extrêmement délicat de fonder une indemnisation forfaitaire directement sur une loi pénale abrogée plusieurs dizaines d'années après les faits. Des constitutionnalistes ont alerté sur le risque de rupture d'égalité devant les charges publiques et sur l'insécurité juridique qui en découlerait. Et puis s'ajoutent des difficultés probatoires qui sont importantes. Comment, 40 ou 50 ans plus tard, établir de manière fiable la réalité de la peine exécutée, le paiement effectif d'une amende, la nature exacte de la condamnation, alors que bien des archives, parfois n'ont même pas existé, ont disparu ou sont incomplètes. Le garde des Sceaux avait rappelé d'ailleurs, je crois, qu'un dispositif mal calibré créerait évidemment d'abord une déception chez ceux que l'on entend reconnaître et accompagner. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et ensuite, évidemment, pour des raisons comparatives, la plupart des pays qui ont réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité, comme l'Allemagne, l'Espagne, le Canada, ont fait le choix d'une reconnaissance mémorielle forte, sans ouvrir pour autant un droit automatique à indemnisation. Et c'est exactement dans cette ligne que s'est inscrit le Sénat. Donc voilà, pour ces raisons-là, moi j'avais insisté en première lecture sur le fait que ce texte n'avait pas vocation à créer une nouvelle catégorie de Français, qu'il avait une portée universaliste. Je le rappelle aujourd'hui, la loi doit être évidemment la même pour tous. Le groupe Rassemblement national souhaite donc préserver cette rédaction resserrée issue du Sénat. On s'opposera aux amendements et on réaffirmera évidemment notre soutien à ce texte de reconnaissance, de dignité et de mémoire. Merci. La parole est à Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Hervé Solignac, chers collègues. Nous examinons en deuxième lecture un texte important portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. Tout d'abord, je tiens à saluer la démarche initiale du sénateur Hussein Bourgi à l'origine de cette loi, mais aussi à votre pugnacité, monsieur le rapporteur, pour maintenir un texte ambitieux, bien qu'amoindri au fur et à mesure de la navette parlementaire, ainsi que l'engagement sans faille de nos deux anciens collègues, David Valence et Raphaël Gérard. Plus de 3 ans et demi séparent le dépôt de ce texte mémoriel et son adoption par notre Assemblée pour la deuxième fois, je l'espère, la semaine prochaine. Et si notre combativité sur ce texte, chers collègues, peut nous paraître un peu vaine, nous ne lâcherons rien. Parce que Gisèle Halimi, Raymond Forny, Robert Badinter, entre autres, ont tenu à l'époque pour faire abroger les dispositions iniques qui avaient cours avant 1982. Pour rappel, la pénalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe a été réintroduite dans le droit français le 6 août 1942 sous Vichy en alignant l'âge de la majorité sexuelle sur celui de la majorité civile pour les seules relations homosexuelles. L'arsenal répressif fut même complété par l'ordonnance du 25 novembre 1960 qui créa une circonstance aggravante en cas d'outrage public à la pudeur lorsque le celui-ci était commis avec une personne du même sexe. Après l'amnistie des personnes condamnées grâce à la loi de 1981, le législateur a abrogé en 1982 ce qui s'appelait à l'époque un acte impudique contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans. En l'espace d'une quarantaine d'années, ces dispositions auraient conduit à la condamnation d'au moins 10 000 personnes, dont 93% à des peines de prison. Pour toutes ces victimes de discrimination systématique fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ces victimes d'avant et les victimes d'aujourd'hui, nous ne pouvons rien lâcher. Ainsi, le groupe Ensemble pour la République soutiendra chaque amendement déposé par monsieur le rapporteur visant à rétablir la proposition de loi dans sa version telle qu'adoptée en première lecture par notre Assemblée. Sur le titre, sur la réécriture de l'article 1er pour reconnaître la responsabilité de la nation en incluant les lois répressives de la période vichyiste. Nous voterons aussi la réintroduction de l'article 3 pour permettre aux personnes d'obtenir une réparation financière, notamment grâce au travail d'identification que mènera la commission rétablie par l'article 4. Nous ne lâcherons pas parce que le contexte actuel nous l'interdit. D'après les services du ministère de l'Intérieur, en 2024, les infractions anti-LGBT+, enregistrées par les services de police et de gendarmerie nationale ont progressé de 5% sur un an pour atteindre 4 800 infractions. Si nous sommes heureusement sortis de l'oppression systématique organisée par les lois de la République en France, nous vivons toujours dans un climat où les LGBT-phobies prospèrent et sont même renforcées par des agendas politiques internationaux réactionnaires.
Si cette loi est principalement mémorielle, nous devons en parallèle tout faire pour honorer notre devoir de mémoire et parer les générations futures de ces phénomènes de stigmatisation. Par l'éducation principalement, au travers de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui 2 textes fondamentaux pour notre mémoire collective. J'aurai par la suite l'honneur de rapporter aux côtés de Marietta Karamanli le texte visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées ayant eu recours à l'avortement avant 1975. Nous avons célébré en 2022 le 40e anniversaire de la dépénalisation de l'homosexualité et nous célébrons cette année le 50e anniversaire de la loi Veil. Aussi, n'attendons pas de commémorer un millénaire pour agir. Pour terminer, je voudrais paraphraser notre ancien collègue David Valence lors du premier examen de ce texte. Cette loi nous permettra de, je cite, « croiser sereinement en pensée les regards de cette longue cohorte de victimes humiliées et violentées, parfois jusqu'à la mort sociale, avec le sentiment que justice est enfin sur le point d'être rendue. C'est une journée pour la mémoire et pour la défense des droits humains. Soyons-en dignes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Andy Kerbrat pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui appelés à revenir sur des lois pénales scélérates ayant pour objet de contrôler le corps des femmes et des minorités. Le droit à disposer de son corps est un long combat des féministes et des premières initiatives homosexuelles autour de choisir la cause des femmes. Si la liberté fut acquise et ces lois abolies, la dignité de tant de femmes et d'hommes a été atteinte. Et ce texte nous oblige à leur reconnaître l'injustice commise à leur égard. Nous devons réparer cette injustice. Au groupe de la France Insoumise, nous regrettons le détricotage du texte par le Sénat, excluant la réparation individuelle forfaitaire, mobilisant des arguments comptables et des arguties juridiques et doctrinaux douteux. L'amnistie accordée aux personnes homosexuelles condamnées ou persécutées ne vaut pas réparation. La grâce ne supprime pas le crime, elle annule seulement la peine. Ces milliers de personnes persécutées ne l'ont pas été pour ce qu'ils font, mais seulement pour ce qu'ils sont, une minorité marginalisée et criminalisée. Nous regrettons également le bornage légal, historique et géographique réduit par les sénateurs, car il existait tout un arsenal juridique mobilisé par la police, la justice et l'administration pour réprimer toute orientation sexuelle ou expression de genre non conforme à l'hétéronormativité. Se limiter à quelques articles exclut certaines victimes de répression diverses d'ordre judiciaire et administratif. Quant au bornage géographique, le texte dans sa version actuelle ignore la particularité alsacienne, mais également les textes coloniaux appliqués en Algérie en particulier. Nous regrettons également que le débat sur Vichy ne soit pas réglé. Par son coup d'État, Pétain a mis la République en échec. Elle n'est donc pas responsable des crimes de la collaboration. Mais ce texte de 1942 était déjà en préparation dès 1938 et a été appliqué par la République suite à la Libération. Donc c'est l'État français, dans sa continuité, qui est responsable de ces répressions. L'État français a appliqué une politique profondément homophobe de 1942 à 1982 sans discontinuer. Il s'agissait d'une homophobie d'État reconnue comme telle par l'ancien garde des Sceaux. C'est pour cela qu'il faut apporter une réparation financière et rendre sa dignité à celles et ceux qui ont survécu à la répression et à la relégation sociale. C'est pour cela qu'il faut rétablir la réparation. Et je ne peux pas parler de réparation sans évoquer son volet mémoriel et collectif, car les associations de mémoire le demandent. Dans ces moments où le négationnisme prospère, nous avons besoin de soutenir la recherche financièrement et matériellement en leur donnant un accès complet aux archives et offrir à la communauté LGBTI un lieu de mémoire en inscrivant cette histoire jusque-là marginale dans nos livres d'histoire, dans le récit de l'émancipation républicaine. Nous regrettons que cela reste impossible dans le texte, mais nous espérons pouvoir obtenir un engagement dans ce sens. Nous avons été, avec la France Insoumise et la gauche, les seuls à demander la reconnaissance et la réparation dès 2021. Nous avons gagné en première lecture la réintroduction de la réparation financière des personnes condamnées. Cette loi n'a pas de valeur sans indemnisation des victimes. C'est le principe même de notre droit de la responsabilité depuis le Code de 1804. L'État français a cassé des vrilles, les a brisés en mille morceaux et les a marginalisés. À notre République de les réparer et de les réhabiliter aujourd'hui. Ce texte n'effacera pas les souffrances et les violences subies, ni leur effet de long terme sur notre société. Il les expose, il les reconnaît, il tente de les réparer. C'est un pas insuffisant certes, mais déterminant dans la longue marche vers l'égalité et le devoir de mémoire. Merci. La parole est à Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Effectivement, ce texte, cette inscription de cette proposition de loi marque effectivement la volonté de s'inscrire dans un large mouvement des droits de l'homme international.
Même modifié et amputé par plusieurs amendements par le Sénat, ce texte s'inscrit dans une mouvance importante de défense des droits de l'homme, considérée comme l'une des plus dynamiques dans le monde aujourd'hui, celui des réparations pour les homosexuels. Il s'agit de promouvoir les politiques visant à réparer l'héritage de la discrimination systémique fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. D'ores et déjà, en 2021, le Canada, l'Allemagne, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et le Royaume-Uni avaient adopté des mesures de réparation en faveur des homosexuels. Il existe une diversité de situations dans la réparation, bien sûr, excuses de l'État à la communauté LGBTQ pour les fautes commises dans le passé et promesses de faire mieux à l'avenir, commémoration des victimes de répression étatique des citoyens homosexuels, réparation en faveur des homosexuels sous la forme d'une grâce accordée à toute personne condamnée en vertu de lois criminalisant l'orientation de sexe ou genre, compensation financière pour les salaires ou les pensions perdues en raison d'un séjour en prison ou dans un établissement psychiatrique pour cause d'infractions homosexuelles, comme c'est le cas en Espagne depuis 2009 et en Allemagne depuis 2016. Donc la proposition de loi examinée ce jour est inférieure, si j'ose dire, à ce qui a été fait dans plusieurs États, y compris européens. Ce texte pose donc un principe et a été largement amputé lors de la discussion par le Sénat. Ne comporte même qu'une disposition unique, celle posant le principe d'une reconnaissance de responsabilité de la République française à compter du 8 février 1945, et ont été supprimées, entre autres, toutes les dispositions valant réparation des personnes victimes de la législation discriminatoire et création d'une commission indépendante visant à évaluer les demandes de réparation. Donc ces articles ont été supprimés avec pour motif affiché à éviter toute irrecevabilité opposée à ce texte au titre de l'article 40. Nous soutenons ce texte et nous affirmons que l'État pourrait mieux faire. Nous soutenons aussi non seulement le principe du texte, mais nous attendons lui de redonner sa finalité et en garantir la mise en œuvre. Il convient de rappeler la difficulté à faire émerger une telle mémoire, non par compassion, mais par volonté de justice, avec en filigrane 3 préoccupations: la reconnaissance d'une discrimination systémique, je dirais systématique, la fin d'une oppression qui passe par la fin d'une discrimination liée à la sexualité, et enfin la nécessaire et légitime compensation des préjudices causés par les décisions de justice. Alors je l'ai dit plusieurs fois, plusieurs États, y compris européens, ont fait mieux. Le Sénat a vidé le texte de sa substance en ne conservant que la déclaration de responsabilité. De notre côté, le groupe socialiste et apparenté a à cœur de rétablir les mécanismes de réparation, article 3 et l'article 4, et la formulation plus complète de l'article 1er. Il s'agit donc de rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale qui reconnaissait la responsabilité de la nation, incluant ainsi les faits commis sous le régime de Vichy, et qui mentionnait explicitement un mécanisme de réparation. Il s'agit d'amender l'article 3 et de rétablir les réparations financières. Enfin, il nous apparaît indispensable de modifier l'article 4 en vue de rétablir la Commission nationale indépendante de réparation pour statuer sur les demandes et assurer la mémoire des discriminations. Je vous remercie. Merci. Sandra Rigol pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Je ne m'attendais pas à passer aussi rapidement. Pendant des décennies, la France a condamné l'amour dès lors qu'il ne se conformait pas à une représentation biblique. Et aujourd'hui encore, cette norme est instrumentalisée par les réactionnaires pour exclure les personnes LGBT+. Ces ressacs de l'histoire nous imposent d'apporter le plus grand intérêt à ce texte, puisque ce qui a été doit nous servir à ne pas recommencer. Il serait environ 10 000 condamnés au titre de la loi de 1942, auquel il faut ajouter environ 50 000 condamnés pour outrage public à la pudeur dite homosexuelle. La condamnation pour certains, mais la peur assurément pour toutes et tous, celle d'être condamné socialement, pénalement, l'impossibilité d'aimer et donc forcément de s'aimer réellement. C'est de cela dont la France est responsable. De ces persécutions, il reste des récits, il reste surtout des tombes et peu de survivants pour raconter. Raison pour laquelle il est plus que jamais urgent d'agir, de conserver ce qu'il reste de cette mémoire, que ce soit de première main ou par la transmission, et de développer des archives qui permettent d'étudier, de comprendre pour ne jamais recommencer. Parce que oui, se souvenir, c'est aussi critiquer. Oui, avancer, c'est aussi condamner. Pour ne pas recommencer, il ne faut pas oublier. Pour ne pas recommencer, il faut savoir condamner. C'est un acte à la fois de réparation, mémorielle et pédagogique.
Parce que la haine des personnes non strictement hétérosexuelles, la haine des personnes qui refusent d'être assignées à une identité qui n'est pas la leur, revient par vagues et fait à chacune d'entre elles des victimes, des guet-apens sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, des attaques de lieux communautaires, des agressions de couples ou de personnes dans la rue. Et évidemment, par agression, hein, je parle de tabassage, je parle d'insultes, je ne parle pas d'une pincée de farine ou d'éclaboussure d'œufs. Les mots ont un sens et il s'agit aussi de les affecter à ce qu'ils sont. Alors qu'il reste quelques dizaines de survivants, le Sénat refuse de les indemniser, ajoutant donc du mépris au mépris. Nous proposons, comme le rapporteur, de corriger encore une fois cette bassesse. Nous regrettons en revanche que la transformation de ces amendements en amendements de réécriture fasse tomber probablement tous les suivants qui étaient pourtant essentiels à nos débats. Le cas particulier des Alsaciennes et Alsaciens condamnés alors que notre territoire était allemand avant de redevenir français les condamne encore à rester en dehors de ce que porte ce texte, alors que de son côté, l'Allemagne a entamé un long et profond travail d'archivage et de pédagogie. Ils et elles n'ont pu prétendre à des réparations du gouvernement allemand et resteraient exclus de ce texte. Nous proposions un minima de rappeler qu'ils et elles étaient également concernés. Nous souhaitions également rappeler que la France a imposé dans les pays qu'elle a tenus sous le joug colonial, parce que oui, là encore, il faut le rappeler, la colonisation est un crime, à la fois au sens philosophique et du point de vue du droit. Ces lois homophobes dans des sociétés où elles n'existaient pas et où si l'homophobie n'était pas inexistante, elle n'était pas en prime un motif de condamnation. Enfin, nous défendrons une extension des dates pour intégrer jusqu'à 1940. Parce que si nous ne pouvons pas effacer les morts, si nous ne pouvons pas effacer la honte, si nous ne pouvons pas effacer les oppressions et les discriminations passées, nous pouvons à minima réhabiliter leur vie et offrir une compensation financière pour alléger les jours qu'il leur reste à vivre. Surtout, nous pouvons nous appuyer sur l'histoire et ce passé pour montrer que demain sera meilleur qu'hier. Pour dire aux jeunes qui ne rentrent pas dans les cases dans lesquelles la société veut les ranger, qu'il n'y a jamais de résignation quand on aime, qu'il n'y a pas de solitude quand on aime, qu'il y a toujours des haines, mais que leurs amours ont gagné et gagneront encore demain. Lesbiennes, gays, bi, trans, de tous les âges et de toutes les origines, vous êtes uniques, vous êtes précieuses et précieux. Vous êtes essentiels à la société, alors aimez, soyez vous-même, soyons-en toutes et tous très fiers. Merci. La parole est à Éric Martineau pour le groupe Les Démocrates. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens avant toute chose à remercier le travail du rapporteur et saluer la mobilisation des associations pour reconnaître et protéger les droits des personnes LGBT. Je pense en particulier à Homogène en Sarthe, mais aussi aux associations rencontrées dans le cadre du groupe d'études discrimination que j'ai l'honneur de coprésider. Nous examinons en deuxième lecture une proposition de loi du Sénat déposée en 2022, soit 40 ans après la loi Forny, Gisèle Halimi et Robert Badinter, qui ont dépénalisé l'homosexualité en France. Comme on ne choisit pas d'être hétérosexuel, on ne choisit pas d'être homosexuel. Mais avant 1982, combien de vies brisées ? Le 6 août 1942, le régime de Vichy modifie l'article 334 du Code pénal pour introduire une distinction discriminatoire entre les hétérosexuels et les homosexuels. Cette modification législative sert alors de base juridique pour la répression policière et judiciaire des personnes homosexuelles. Elle donne lieu à une constitution de fichiers de police et à des dénonciations et à des condamnations judiciaires. Alors que la plupart des lois du régime de Pétain sont abrogées à la Libération, celle-ci est maintenue et confirmée par l'ordonnance du 8 février 1945. Pire, l'ordonnance du 25 novembre 1960 confirme la répression de l'homosexualité en la considérant comme un fléau pour la société et en doublant les peines encourues. La pénalisation de l'homosexualité perdure alors avec une circonstance aggravante à l'outrage public à la pudeur, la pénalisation de quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature et des peines encourues allant de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et de 60 à 15 000 francs d'amende. En l'espace d'environ 40 ans, ces incriminations ont conduit à la condamnation d'au moins 10 000 personnes, parmi lesquelles 93% ont été incarcérées. La législation a heureusement évolué grâce à la mobilisation d'intellectuels comme Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Marguerite Duras, et à celle des associations et de tous ces militants anonymes qui se sont battus pour l'égalité des droits. La disposition relative à l'outrage public à la pudeur homosexuelle est ainsi abrogée le 19 novembre 1980.
En 81, toutes les personnes condamnées pour homosexualité sur la base des articles 330 et 331 du Code pénal sont amnistiées par François Mitterrand. Le 4 août 82, la loi Forny abroge 40 années de répression contre l'homosexualité. Mais la France n'a pas encore admis sa responsabilité dans des discriminations et les condamnations subies par les personnes homosexuelles. Nous devons y remédier et c'est le sens de ce texte qui a une portée hautement symbolique. Il affirme la reconnaissance par la France du caractère discriminatoire de ces dispositions. Il prolonge cette reconnaissance par des mesures concrètes, notamment la mise en place d'un mécanisme de réparation financière pour les personnes condamnées fondé sur l'intervention d'une commission indépendante. Il s'agit d'un texte à la fois nécessaire et attendu. L'examen au Sénat a considérablement restreint la portée de la proposition de loi. Il a recentré le dispositif sur les seules condamnations intervenues à compter de 45, afin de circonscrire la reconnaissance de responsabilité au régime républicain et a supprimé le mécanisme de réparation financière invoquant des motifs juridiques et d'opportunité. Nous soutiendrons les amendements de rétablissement de ces articles afin de revenir à la version que nous avions adoptée en première lecture dans cette Assemblée. En particulier l'élargissement du champ de la proposition de loi afin de prendre en compte les discriminations subies par les personnes homosexuelles à partir de 1942 au lieu de 1945. La République française ne veut évidemment pas être rendue responsable des lois mises en œuvre sous la République de Vichy, mais s'agissant de la répression de l'homosexualité, les dispositions de 1942 ont été confirmées à la Libération et on ne peut pas passer sous silence ce fondement. Chers collègues, en votant cette loi de réparation, nous faisons un pas en faveur de la construction de la mémoire des personnes homosexuelles discriminées, mais nous envoyons également un message fort hors de nos frontières et dans le monde, nul devrait subir des persécutions en raison de son orientation sexuelle. Le groupe démocrate votera donc en faveur de ce texte après adoption des amendements de rétablissement dans la version de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci. La parole est à Stéphane Lenormand pour le groupe GDR. Lyot, pardon. Mais c'est bien aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre commission, Monsieur le rapporteur. Je voudrais commencer par un regret, le regret de voir notre Assemblée examiner une nouvelle fois un texte qui aurait dû être adopté conforme. Le regret de constater que malgré l'unanimité rare et précieuse que nous avions trouvée ici en première lecture, le Sénat a choisi de revenir en arrière plutôt que d'accompagner ce consensus. Mais de quoi parlons-nous ? D'un texte qui reconnaît la responsabilité de notre pays pour une législation pénale injuste, répressive, qui a humilié des milliers de personnes pendant des décennies uniquement parce qu'elles aimaient quelqu'un du même sexe. En vidant ce texte de substance, une partie des sénateurs a choisi une autre voie. Une voie qui ne tient compte ni du travail accompli ici, ni de l'attente des victimes, ni de l'exigence de mémoire que nous devons à notre nation. Soyons clairs, ce choix n'est pas simplement une divergence technique, c'est un signal douloureux pour ceux qui ont été condamnés pour homosexualité. Un signal qui, pour beaucoup, ressemble à une nouvelle forme d'humiliation. On présente volontiers le Sénat comme la chambre des sages, mais refuser d'ouvrir un droit à réparation aux victimes, refuser d'assumer clairement l'ensemble de la période historique concernée, ce n'est pas de la sagesse, c'est un recul alors que notre pays avance. Une nation digne de ce nom assume ses erreurs, car oui, l'État a fauté pendant 40 ans, de 1942 à 1982. Notre pays a ciblé pénalement des femmes et des hommes pour un seul motif, leur orientation sexuelle. Notre droit a fabriqué de la honte, de la clandestinité, de la peur et des vies brisées. Ce que le régime de Vichy a réintroduit en août 1942, c'est ce que l'ordonnance de 1945 a confirmé, ce que la loi de 1960 a aggravé en classant l'homosexualité parmi les fléaux sociaux. Tout cela n'a jamais été reconnu ni assumé par la loi de la République. Jamais. Nous avons bien eu la loi d'amnistie en 1981, nous avons eu, grâce au combat de Robert Badinter et de Gisèle Halimi, la dépénalisation en 1982, mais la reconnaissance, celle qui nomme l'injustice et qui réhabilite les victimes, celle-là n'est jamais venue. Ce texte s'attaque à cet angle mort de notre République. Elle reconnaît la responsabilité de la nation pour cette répression pénale. Elle offre aux personnes condamnées la possibilité d'une réparation symbolique. Je sais que la question historique a fait beaucoup débat au Sénat. Faut-il inclure Vichy ? Certains sénateurs considèrent qu'il faudrait s'en tenir à 1945 pour ne pas engager la République dans ce qui relèverait d'un régime illégitime. C'est juridiquement habile mais politiquement creux. Ce sont les lois de 1942 qui ont réintroduit la répression. C'est écrit, daté, incontestable. Et c'est bien la nation, dans toute sa continuité, qui doit reconnaître ce qui a été commis en son nom. Exclure Vichy, c'est en réalité minimiser l'ampleur de l'injustice subie. Je porte au nom du groupe Lyot plusieurs amendements visant à rétablir ces mesures. Alors votons ce texte, le vrai, celui de notre Assemblée.
Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous donne la parole pour répondre aux différents orateurs. Merci, Monsieur le Président. Une réponse avec quelques thématiques que je vais regrouper, si vous me le permettez. D'abord, j'ai noté la convergence de vues de Monsieur Chenu avec la droite sénatoriale, puisqu'il a exprimé ses réticences quant à la réparation, à l'indemnisation et à la commission ad hoc chargée d'instruire les dossiers. Position est cohérente avec la première lecture. Et Sébastien Chenu a notamment pointé les difficultés probatoires que pourrait avoir la commission. Moi, je veux simplement ici rappeler que quand on a été condamné par des tribunaux dans la deuxième moitié du XXe siècle, en général, il y a une trace. Et que je ne crois pas que la difficulté probatoire soit un obstacle absolument incontournable. Et dès lors qu'il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas d'indemnisation. Monsieur Gouffier-Valente, merci d'avoir rappelé le travail que nos collègues David Valence et Raphaël Gérard ont pu conduire à nos côtés à l'occasion de la première lecture, d'avoir rappelé aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte mémoriel, mais qui s'inscrit dans une actualité parfois violente, très préoccupante. Sandra Regol l'a rappelé aussi, avec des mots suffisamment forts et clairs quand on parle d'agression ou de tabassage. Andy Kerbrat est revenu sur la particularité alsacienne, de même que Sandra Regol sur la Moselle. Moi, je veux simplement rappeler ici que de 1942 à 1945, ces territoires étaient placés sous les lois allemandes et que c'était le paragraphe 175 du Code pénal qui s'appliquait, dont évidemment on ne peut pas répondre et qui était terrible du point de vue de la répression pour celles et ceux qui en ont été les victimes. En revanche, la proposition de loi s'applique pleinement pour ces territoires-là à partir de 1945 et jusqu'à 1982. Marietta Caramanli a rappelé à juste titre peut-être le retard de la France pour reconnaître et réparer les préjudices que nous avons évoqués. Un certain nombre de pays l'ont fait bien avant nous, avec une très grande clarté, probablement plus d'ambition que nous en avons même encore aujourd'hui. Et je crois que s'il ne s'agit pas de s'auto-flageller quant au délai que nous avons malheureusement à observer, il faut rappeler que parfois peut-être la France a quelques difficultés en regard de ses voisins à réagir sur des sujets aussi importants que cela. Et si elle le fait, c'est aussi, et je fais ici référence à M. Martineau, Éric Martineau, notre collègue, si elle le fait, c'est aussi parce qu'il y a des associations auxquelles je veux rendre hommage et qui sont particulièrement mobilisées pour être quelque part le moteur d'initiative législative que nous prenons ici. Sandra Regol a rappelé que pour ne pas recommencer, il faut savoir condamner. Et pour savoir condamner, il faut d'abord regarder l'histoire bien en face, y compris parfois quand elle peut nous déranger. Mais c'est comme ça, je crois qu'on est capable d'avancer, sinon ça s'appelle mettre la poussière sous le tapis. Et c'est évidemment, dans ces conditions, prendre le risque de recommencer. Je partage avec elle l'idée que refuser une compensation, même symbolique, serait un affront fait aux victimes, celles qui ne sont plus de ce monde, mais plus encore, évidemment, celles qui le sont. Éric Martineau, j'ai évoqué la mobilisation des intellectuels et des associations. Merci d'avoir précisé que la République ne vient pas ici dire sa responsabilité sur la période de 1942, mais néanmoins sa reconnaissance sur cette période-là, et ensuite sa responsabilité sur la période qui a suivi à partir de 1945. Enfin, Monsieur Lenormand, au titre du groupe Lyot, je ne peux que partager vos regrets quant au choix que le Sénat a pu faire. Mais le Sénat est ainsi, d'aucuns peut-être considéreront que son caractère conservateur fait partie de son identité. Nous aurions pu, je crois, éviter une seconde lecture, mais je ne doute pas que cette lecture sera déterminante et nous permettra d'avancer très vite pour l'adoption d'un texte définitif sous peu. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous en venons par conséquent à l'examen des amendements. Nous sommes à l'article 1er. Nous avons une série d'amendements en discussion commune. Ils vont s'afficher derrière nous. Nous allons débuter par le CL24, présenté, je suppose, par Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors ce CL24 qui commence une plus longue discussion commune
propose de reprendre à la fois ce qui a déjà été voté à l'Assemblée, mais de rajouter un petit supplément, en tout cas qui complète sur 2 points et qui est légèrement plus ambitieux. D'abord, il élargit le champ de la réparation. Ça ne concerne pas uniquement les infractions qui visent explicitement les personnes homosexuelles, donc ce qui était qualifié d'actes contre nature ou les circonstances aggravantes homophobes, mais aussi l'infraction d'outrage public à la pudeur. On a été plusieurs à y faire référence, à commencer par vous, monsieur le rapporteur. Cette infraction elle a largement été utilisée pour faire de la répression, notamment par les forces de l'ordre. Les travaux historiques, et notamment ceux d'Antoine Idier, ont clairement démontré cela. C'est largement documenté. Donc il est indispensable d'arriver à le faire reconnaître. Ensuite, et c'est le 2e point, cet amendement ouvre la réparation non seulement aux personnes condamnées, mais aussi à celles qui ont été poursuivies, considérant que les préjudices étaient aussi là. La violence, elle ne réside pas uniquement dans la condamnation finale, mais elle existe dès lors qu'une personne a été confrontée à une répression. Ça a des conséquences sur sa vie, sa santé, etc., etc. Donc il faut reconnaître tous ces parcours. Voilà, on vous propose donc un amendement mieux disant avant de commencer à se contenter de l'existant en repli. Merci. Dans cette discussion commune, nous avons 4 amendements identiques. Monsieur le rapporteur, tout d'abord le vote, le CL 27. Merci, Monsieur le Président. Je serai rapide parce que je l'ai évoqué dans mon propos liminaire. Cet amendement a d'abord pour objectif de rétablir le champ du dispositif aux condamnations qui ont été prononcées entre 1942 et 1945 pour les raisons que j'ai évoquées. Je rajouterai que des historiens font par ailleurs valoir que les dispositions adoptées en 1942 étaient la reprise d'un projet qui était né à la fin de la Troisième République. Donc c'est vraiment un continuum de la République avec naturellement cette tragique parenthèse de Vichy. Deuxièmement, cet amendement a aussi pour objet de rétablir le mécanisme de réparation financière qui, je crois, rassemble la majorité d'entre nous à une exception près, faute de quoi la proposition de loi n'aurait qu'une portée symbolique et, je le crois, particulièrement limitée. Merci. Marietta Caramoni pour le CL9. Ton micro. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, effectivement, par cet amendement initié par notre collègue Colette Capdevielle, au nom de notre groupe, finalement, recherche à rétablir quelque part la rédaction de l'article 1er dans son esprit initial, parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas inclure l'application de la loi sous le régime de Vichy. Et on l'a rappelé tout à l'heure dans les différentes prises de parole que la France s'est rendue coupable de l'application justement de cette législation durant la guerre. Et donc aujourd'hui, ce serait un honneur pour la nation d'apporter une reconnaissance claire sur ce sujet. Merci. Le CL12, Monsieur Lenormand. Oui, Monsieur le Président, défendu puisqu'il est dans le même esprit que ce qui a été rapporté par le rapporteur et ma collègue. Madame Rigol, le CL16. Défendu. Défendu, Monsieur le rapporteur. Alors, sur l'amendement CL24 de Madame Rigol, Madame Rigol, vous avez historiquement raison, et de nombreux historiens d'ailleurs en attestent, puisqu'en effet, il y a d'autres dispositions du Code pénal, notamment l'outrage public à la pudeur, qui ont été utilisées par les pouvoirs publics pour stigmatiser les personnes homosexuelles. Néanmoins, votre amendement élargit la portée du texte à des dispositions de droit commun qui ont été appliquées en effet de manière discriminatoire par les pouvoirs publics. Et en ce sens, votre amendement s'éloigne de l'objectif de la proposition de loi qui est de reconnaître officiellement et de réparer financièrement les préjudices subis par les personnes condamnées. Vous souhaitez introduire les personnes poursuivies sur le fondement de dispositions discriminatoires. Très clairement, ce que vous proposez, si encore une fois c'est vrai d'un point de vue historique, si ce que vous proposez était adopté, ça obligerait la Commission à un certain nombre d'investigations extrêmement complexes pour distinguer les applications de la loi légitime et les applications de la loi qui ont été mises en œuvre de manière discriminatoire. Ça paraît extrêmement difficile, même si encore une fois vous avez historiquement raison. Enfin, il semble que de très nombreuses autres règles de droit ont elles aussi été
instrumentalisés, maltraités pour servir une politique homophobe, et cela avant 1942. Je pourrais par exemple vous citer l'excitation de mineurs à la débauche, la lutte contre le vagabondage ou encore l'outrage aux bonnes mœurs. Donc ça sera une demande de retrait. Et pour les autres, dès lors qu'ils sont dans le droit fil de celui que j'ai proposé, évidemment, c'est un avis favorable. Merci, Madame Rigol, puis Madame Catala. Ton micro, s'il vous plaît. Non, pas de retrait me concernant. Et pour vous répondre, monsieur le rapporteur, vous dites que c'est une loi qui vise à réparer financièrement. Mais je vous rappelle que l'essentiel du débat qui nous occupe aujourd'hui, c'est de restaurer justement les réparations financières qui ne figuraient plus dans ce texte, et que si nous étions partis sur une adoption à l'identique, il ne s'agissait plus de réparation financière. Ce n'est donc pas l'objet du texte sur lequel nous travaillons, c'est l'objet du texte que nous transformons. Donc déjà, cet argument ne tient plus. Sur les difficultés à faire, vous l'avez rappelé vous-même, je n'ai cité qu'un seul historien de la question, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément de travaux de recherche qui viennent déjà documenter les différentes oppressions, discriminations subies, et donc une partie du travail que serait chargée de faire la commission est déjà disponible. Il s'agit de le valoriser et de lui donner une réalité concrète. Enfin, documenter, c'est aussi permettre d'avancer. Il m'avait semblé comprendre dans beaucoup d'interventions que c'était l'objet de notre travail à travers ce texte. Le consensus, c'est bien, mais avoir des outils qui nous permettent d'avancer, c'est quand même beaucoup mieux. Merci. Gabriel Catala. Merci, Monsieur le Président. Nous allons soutenir l'amendement de Madame Rigol, puisque nous déplorons, comme nombreux des collègues ici, que le Sénat ait supprimé la référence au régime de Vichy et donc les réparations nécessaires entre 1942 et 1945 et la réparation financière, parce que finalement faire un texte qui s'intitule Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1942, premièrement c'est hypocrite d'effacer le régime de Vichy, et sans réparation financière, ça revient finalement après des décennies d'oppression à ne mettre en place aucune compensation et donc à réparer avec une tape sur l'épaule et un texte symbolique qui n'aurait aucune valeur. Je rappelle qu'il y a certains pays qui ont mis en place des réparations financières et qui ont proposé une réelle réhabilitation, à savoir l'Espagne en 2007 et l'Allemagne en 2017, où là il existe dans ces pays-là une réparation pécuniaire. Et je crois qu'on a tout intérêt à montrer que nous soutenons pleinement ce texte, parce que les infractions contre les personnes LGBT+, augmentent. Elles ont augmenté de 5% en 2024. Le nombre des crimes et délits, plus de 3000 en 2024, est 3 fois supérieur au nombre de crimes et délits contre les personnes LGBT+, en 2016. Et on remarque surtout que seulement 4% des victimes osent franchir les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour porter plainte. Donc ces infractions sont largement sous-estimées. Là, il s'agit de réparer, de montrer que la République a porté atteinte à la dignité de plus de 10 000 personnes. Et comme l'ont rappelé certains collègues, finalement, il n'y a que 10 personnes qui sont encore en vie pour la période 1942-1945. Et pour la période qui a suivi, on parle d'une centaine de personnes. Je pense que donc ce n'est pas grand-chose de réparer cette injustice et de revenir à la version qui a été celle votée par l'Assemblée nationale. Et j'en profite pour souligner la grande hypocrisie du Rassemblement national qui nous a fait un discours en faisant mine d'être favorable au texte, alors que je rappelle qu'en première lecture, ils avaient déposé un amendement de suppression sur l'article 1er. Vous avez dépassé votre temps de parole, monsieur le rapporteur. Oui, d'un mot, d'abord, je veux remercier Madame Catala, parce que ce qu'elle vient de dire, c'est précisément l'amendement de rétablissement que je propose sur chacun des points que vous venez d'aborder, et dire à Sandra Rigol que probablement il y a matière à discuter entre aujourd'hui et jeudi prochain le moment de la séance, mais qu'il paraît assez normal que l'on répare là où il y a eu condamnation. Il paraît plus compliqué d'expliquer qu'on va réparer là où il y a eu poursuite, simplement poursuite. Et je ne sais pas comment une commission va pouvoir établir des faits qui permettront d'évaluer des préjudices liés à une poursuite. À une condamnation, ça ne souffre d'aucune contestation. À des poursuites, c'est beaucoup plus compliqué. Et je redis ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure. Le droit commun a malheureusement très souvent été tordu dans tous les sens, suivant les gouvernements, pour utiliser la police qu'on envoyait dans tel ou tel établissement
pourchasser des homosexuels. Donc si vous ne vous limitez qu'à un seul élément du droit commun, vous en oubliez beaucoup. Et encore une fois, vous rendez plus complexe l'application d'une PPL comme celle-là. Donc vraiment, j'insiste sur cette demande de retrait, même si je comprends parfaitement que vous le mainteniez. À défaut, c'est un avis défavorable. Bien, je mets aux voix par conséquent cet amendement CL24 avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Les rejetés. Nous en venons au vote sur les amendements identiques avec avis favorable de Monsieur le rapporteur qui lui-même l'a présenté. Qui est pour ces amendements identiques? Qui est contre? Ils sont adoptés. Ils font tomber tout le reste et valent l'adoption de l'article par ailleurs. Nous en passons par conséquent à l'article 3 avec des amendements en discussion commune. Votre amendement, Monsieur le rapporteur, le CL28. Il n'a pas le revenu. CL28. Oui, Monsieur le Président. Non, mais nous avons le temps, Monsieur le rapporteur. C'est bon, tu le veux, là? Alors, il s'agit de rétablir le mécanisme de réparation financière que nous avions précédemment adopté, puisqu'en l'absence de réparation, la proposition de loi n'aurait qu'une portée symbolique. Ça a été dit tout à l'heure par notre collègue Catala. Le dispositif, je rappelle ici, qui a été imaginé par la proposition de loi est tout à fait simple. Les personnes éligibles auront à saisir une commission indépendante, évidemment, à fournir des preuves de leur condamnation, et la commission indépendante aura à statuer ensuite sur la demande et le calcul du montant de l'indemnisation. Il est surtout nécessaire, car les principes de droit commun de la responsabilité de l'État dégagés par le juge administratif sont trop restrictifs pour permettre la réparation financière des personnes condamnées pour homosexualité. Voilà. Merci. Nous poursuivons avec des amendements. Je me permets, pardon, Monsieur le Président, juste un élément que j'ai oublié. L'amendement que je vous propose complète par ailleurs le dispositif par une mesure d'exemption fiscale et sociale, donc exemption d'impôt sur le revenu et de CSG. Très bien. Nous en venons par conséquent aux amendements identiques dans cette discussion commune. Qui présente le CL6? Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accueillir dans votre commission. Cet amendement du groupe La France Insoumise et qui rejoint finalement celle de nombreux collègues ici vient rétablir ce qui avait été vu en première lecture, puisque l'idée est très simple. Si nous adoptons cette proposition de loi sans rétablir l'article 3 tel qu'il était dans sa rédaction initiale, effectivement, nous ne faisons qu'une reconnaissance symbolique, des excuses du bout des lèvres au final, pour dire effectivement, on vous a incarcéré, on vous a privé de votre liberté, on vous a humilié pour ce que vous êtes. Une journée de restriction de liberté qui est évaluée en l'occurrence à 150 €, ce qui est finalement assez peu. C'est à peine le prix d'une journée de travail. Mais c'est surtout le fait de venir dire « vous n'auriez jamais dû être incarcéré ». On n'aurait jamais dû vous priver de vos libertés pour ce que vous êtes. Et si nous n'adoptons pas ces amendements de rétablissement, alors je pense que nous pouvons directement mettre cette proposition de loi à la poubelle, puisque finalement, elle ne servira juste qu'à prononcer des excuses du bout des lèvres. Merci. Marietta Caron-Manly pour le CL10 identique. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, dans le même sens de l'ensemble de ces amendements, notre groupe souhaite effectivement à cœur de rétablir les mécanismes de réparation. Et il s'agit donc de rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale précédemment et effectivement de rappeler qu'il était important que ces réparations financières, que ce soit l'allocation forfaitaire, que ce soit l'indemnité journalière ou le remboursement des amendes, puissent figurer dans la réparation demandée et proposée aujourd'hui. Monsieur le Normand, pardon, le CL13. Défendu, même argumentaire. Très bien. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Non, j'ai zappé un amendement. Je ne voudrais pas dire, Monsieur le Président, mais vous m'avez jeté à la poubelle. Bah non, je ne les zappe pas, votre amendement. Allez-y. Mais je vais quand même faire une petite défense, si vous le permettez. Donc, comme les précédents, cet amendement propose de remettre l'indemnité forfaitaire de réparation
La réparation, ce n'est pas juste un symbole, ça engage l'État, d'où l'importance. Cependant, et je vais accélérer aussi la suite, l'amendement de monsieur le rapporteur qui rajoute l'exonération fiscale de l'allocation me semble mieux disant que toute notre série d'amendements identiques. Je ne sais pas pour les autres, mais je vous propose de retirer le mien. D'accord. Monsieur le rapporteur. Oui, mais Madame Regol fait mon travail de rapporteur, puisqu'elle a expliqué qu'en effet, ces amendements étaient identiques à une différence près, c'est que le mien rajoute les exemptions fiscales et sociales, et donc je vous proposerai de retirer vos amendements, parce que je crois qu'il faut absolument adopter ces Alors, proposer un amendement, un retrait collectif, Madame Amiot, je vous en prie. Il est retiré. Il est retiré, donc Monsieur Carbrat ne pourra pas s'exprimer, mais c'est sur la totalité, pourquoi pas. Les autres sont retirés également ? Bon, je laisse la parole à Monsieur Carbrat quand même. Allez-y, je vous en prie. Oui, j'allais aller en soutien de l'amendement du rapporteur. Il est très important de penser en effet aussi ce droit à la réparation, cette proposition de loi, comme un acte politique fort et majeur, car ce n'est pas une décision de justice qui impose à la France une réparation et une condamnation pour son homophobie d'État, c'est bien la nation elle-même, représentée par l'Assemblée nationale, qui décide de s'exprimer par elle-même sur ce sujet-là en reconnaissant le tort fait à une communauté au sein de notre République au long de son histoire. C'est pour ça que, en droit international, la notion de réparation financière et pécuniaire existe. Se cacher, comme le Sénat a pu le faire d'ailleurs, le droit français, le droit pénal, est un tout petit peu, j'allais dire, vicieux par rapport au fait qu'en droit international, cette notion de réparation est une notion importante. Nous avons donc là aujourd'hui un honneur particulier à pouvoir la rétablir. Merci. Donc l'ensemble des amendements identiques sont retirés. Il ne reste par conséquent... Monsieur Lenormand, vous l'avez retiré également ? Il ne reste par conséquent que le CL28 de monsieur le rapporteur. Nous allons par conséquent le mettre aux voix immédiatement. Le CL28, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Il vaut par conséquent adoption de l'article 3. Nous en venons à l'article 4 avec des amendements identiques, dont le vote, monsieur le rapporteur, le CL29. Merci, Monsieur le Président. En cohérence avec l'adoption de l'article 3, cet amendement propose de rétablir l'article 4 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture. Et je précise simplement qu'il conserve la référence à la fonction mémorielle de cette commission que nous avions ajoutée en séance publique à l'Assemblée et qui avait été le fruit, je crois me souvenir, d'un travail transpartisan, donc assez logique qu'on maintienne cette référence. Très bien. Monsieur Carbrat, pour le suivant, le CL7. Tout à fait. Dans la même optique de rétablir en effet cette commission nationale qui aura pour but d'organiser la réparation. Mais pour aller un peu plus loin, il faut quand même aussi parler du fait que cette proposition de loi, comme beaucoup de lois en faveur des personnes LGBTI, c'est faite par la mobilisation de ces personnes elles-mêmes, que ce soit des chercheurs spécialisés sur cette question, que ce soit des collectifs organisés, comme je pense les archives LGBT qui sont situées à Paris et qui font un travail extraordinaire de l'histoire communautaire, mais aussi de la répression féroce qui a été faite aux personnes homosexuelles à travers le long de notre histoire. Et cet aspect mémoriel ne peut pas se faire sans les premiers concernés. C'est là où la composition de ces personnes qualifiées est très importante, car il faudra en effet que les personnes LGBTI soient bien représentées dans ce travail de la commission. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Marietta Caromanli pour le CL11. Défendu. Il est défendu. Monsieur Lenormand, le CL14. Défendu. Défendu. Madame Rigol, je ne vous ai pas oublié, le CL22. C'est bien, merci Monsieur le Président. Je rajouterai à ce qui vient déjà d'être dit que cet article 4 est important, mais on pourrait réfléchir à l'améliorer en essayant de faire reposer le pouvoir de nomination sur des personnalités peut-être moins politiques à l'avenir, pour garantir une meilleure séparation entre politique et travail historique. Sinon, je m'inscris strictement dans ce qui a été défendu jusqu'à présent.
Monsieur le rapporteur, vous voulez dire un mot supplémentaire? Non, avis favorable à ces amendements, monsieur le président. Votre mot supplémentaire, c'était non, alors. Non, j'ai pas de mots. Monsieur Cabral, je vous en prie. Et nous passons au vote. Pour aller quand même dans le sens de ma collègue Sandra Rigol, nous avons, entre maintenant le passage en commission qui avait pour but de rétablir ce texte tel qu'il était sorti première lecture et le passage en séance un peu plus tard dans la semaine, une nécessité de réfléchir et de travailler à son amélioration possible, et si on le souhaite. Cette loi, actuellement, en effet, ça a été dit, se base sur cet article mis en place dans le Code pénal sous Vichy et empiré avec l'amendement Mirguet en 1960, mais il ne prend pas en compte, et c'est ça que proposait le premier amendement de ma collègue Sandra Rigol, ne prend pas en compte, en effet, l'ensemble des outils de répression qui ont été utilisés pour pénaliser, criminaliser, condamner les homosexuels dans ce pays. Alors, de là à discuter ensuite de savoir si on reste sur la condamnation ou sur la poursuite, mais rien qu'en étant sur la condamnation, on ne peut pas limiter cette proposition de loi au simple deuxième alinéa de l'article 330 du Code pénal. Nous devons le faire dans l'ensemble de l'article 330 du Code pénal de l'époque, car c'est ça qui fait qu'on risque de toucher qu'une personne sur 5, alors que si on prend tout le champ de la répression de l'époque, on est à plus de 60 000 personnes sur la période dite. On peut faire mieux que reconnaître la violence qui a été faite sur 10 000 en reconnaissant la violence qui a été faite sur 60 000 à valeur de communauté. Merci. Nous en venons par conséquent au vote sur ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont donc adoptés. Va l'adoption de l'article 4. Nous en venons aux amendements sur le titre, avec des amendements en discussion commune, dont les premiers sont identiques. Le monsieur Solignac, votre CL30. Là aussi, je vous propose de rétablir le titre dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée, en précisant qu'il me semble essentiel de faire mention de la reconnaissance par la nation, mention également de la réparation des préjudices et non des personnes condamnées telles que c'était exprimé, et bien entendu de modifier la période temporelle concernée pour l'affaire démarrée en 1942. Monsieur Lenormand, le CL15. Défendu, monsieur. Défendu, je vous remercie. Nous en passons donc en discussion commune au CL8, Madame Amiot. Monsieur Caron, pardonnez-moi. Oui, c'est dans la même idée. De toute façon, à partir du moment où on rétablit dans l'article 1er la reconnaissance de la période de Vichy, il est normal de le rétablir aussi dans le texte par cohérence. Je tiens quand même à souligner que cette proposition de loi a ses qualités, mais aussi ses défauts, c'est-à-dire qu'elle ne prend en compte que les personnes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes, HSAS, des personnes ayant eu des actes et des rapports homosexuels, et ne prend pas en compte la discrimination qui a été faite, par exemple, sur les lesbiennes. Et je pense à un travail de recherche qui est en cours, qui est très important, sur la perte de parentalité faite aux mères lesbiennes pendant cette période-là, qui a d'ailleurs, en même temps que la loi de dépénalisation de 82, un procès a eu lieu qui a permis à 2 femmes lesbiennes de conserver leur droit de parenté. Il y a eu des dommages comme ça qui ont été faits, qui ne sont pas comptabilisables et qui ne sont peut-être pas à réfléchir en termes de dignité ou ainsi de suite, mais ça fait partie de la réparation collective, de savoir qu'en France, oui, quand on était une mère lesbienne avant les années 2010, eh bien, on pouvait perdre son droit à de parentalité. Donc c'est un amendement, c'est un appel à pouvoir continuer ce travail mémoriel sur la question des LGBTI. Monsieur le rapporteur. Oui, ben, M. Cabra vient de trouver un excellent sujet d'une prochaine proposition de loi dont il pourra être, s'il le souhaite, l'auteur, et que je soutiendrai sans hésiter. C'est un avis favorable, alors pour mon amendement, cela va sans dire, pour celui de M. Lenormand également, pas pour celui de Mme Amiot, tout simplement parce qu'il est moins complet et qu'il ne change que la date, en fait, et il me semble plus pertinent de... Voilà, vous avez devancé la demande du rapporteur qui n'avait pas encore fait sa demande officielle de retrait. Vous retirez par avance, c'est très bien. Madame Rigol, vous avez demandé la parole, vous y renoncez, c'est très bien aussi. Je mets aux voix par conséquent ces amendements identiques avec avis favorable de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Je vous remercie. Nous allons donc émettre un vote sur l'intégralité de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
Elle est donc adoptée, la proposition de loi qui permet de réparer le préjudice subi par les personnes condamnées en raison de leur homosexualité pendant le régime de Vichy et jusqu'en 1982. Le texte doit maintenant aller en séance publique pour être examiné à nouveau, puis voté. LCP sera bien sûr au rendez-vous pour vous faire vivre ce débat. À bientôt.